Fuyez avant qu'il ne soit trop tard », m'a chuchoté l'infirmière en changeant ma perfusion. Je n'ai pas compris. Pas tout de suite. Jusqu'à ce que je voie mon fils Éric, assis dans le bureau du médecin, signer des papiers. Des papiers qui portaient mon nom. Des papiers qui allaient me voler ma vie. Je m'appelle Simone Darieux. J'ai 74 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus terrifiante qu'une mère puisse vivre. Non pas parce qu'on m'a fait du mal physiquement, mais parce que mon propre fils, celui que j'ai porté, nourri, aimé pendant 47 ans, a essayé de me faire disparaître. Légalement, proprement, sans que personne ne s'en aperçoive. Tout a commencé un mardi matin de novembre. Il pleuvait cette pluie fine et glacée qui colle aux os et s'infiltre jusque dans l'âme. J'étais chez moi, dans ma maison de Rouen, celle que mon mari Georges et moi avions achetée en 1978. Une maison en briques rouges avec un jardin, des rosiers que je taillais chaque printemps, et une cuisine où flottait encore l'odeur du café, que Georges buvait chaque matin, avant de partir travailler à l'usine. Georges est mort il y a 8 ans, cancer du poumon. 6 mois entre le diagnostic et la fin. 6 mois où je l'ai accompagné, lavé, nourri, tenu dans mes bras jusqu'à son dernier souffle. Je me souviens de cette nuit de mars où il s'est éteint. Il faisait froid dehors, mais sa main dans la mienne était encore chaude. Il m'a regardée, avec ses yeux bleus délavés par la maladie, et il m'a dit d'une voix à peine audible « Simone, tu es forte, plus forte que tu ne le crois. Ne laisse personne te prendre ça. » Puis il a fermé les yeux et il est parti, doucement, comme on souffle une bougie. Après sa mort, j'aurais pu vendre la maison, partir, recommencer ailleurs. Ma sœur Marguerite, qui vivait encore à l'époque, m'avait proposé de la rejoindre à Lyon. Mais je suis restée, parce que dans chaque pièce de cette maison, il y avait un souvenir. Le fauteuil en velours vert, où Georges lisait le journal le dimanche matin. La table de la cuisine en formica blanc, où nous prenions nos repas en écoutant la radio. Le lit au drap de coton où nous avions dormi pendant 42 ans, côte à côte, nos souffles mêlés dans le silence de la nuit. Ce mardi matin donc, je descendais l'escalier pour aller préparer mon petit déjeuner. J'avais mal dormi. Une douleur sourde dans le bas du dos m'avait tenue éveillée une partie de la nuit. Mes jambes étaient raides, engourdies par l'arthrose qui grignotait mes articulations depuis des années. Je tenais la rampe d'une main. De l'autre, je portais mon gilet de laine grise, celui que Georges m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Et puis mon pied a glissé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Une marche mal éclairée, une pantoufle trop large, un moment d'inattention. Tout ce que je sais, c'est que soudain le monde a basculé. Une marche, puis 2, puis 3. Je me souviens du bruit de mon corps qui heurtait le bois, de la douleur fulgurante dans ma hanche droite, du gilet de Georges qui s'échappait de ma main et volait dans les airs comme un oiseau blessé. Et puis le noir complet. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital Charles-Nicolle. Une chambre blanche aux murs nus, des néons qui clignotaient au plafond, une odeur de désinfectant qui prenait à la gorge. Ma hanche droite était immobilisée dans un appareil métallique. Mon bras gauche était relié à une perfusion qui goûtait lentement, régulièrement, comme un métronome. Et à côté de mon lit, assis sur une chaise en plastique orange, il y avait Éric, mon fils, mon unique enfant. Il tenait ma main entre les siennes. Ses yeux étaient rouges comme s'il avait pleuré. Ses cheveux gris, qu'il avait hérités de son père, étaient en désordre. Il portait son manteau de ville, celui qu'il mettait pour aller au bureau.
Il avait dû venir directement depuis Paris. « Oh, maman, Dieu merci, tu es réveillée. » J'ai essayé de sourire. Ma bouche était sèche, ma tête lourde comme si on l'avait remplie de coton. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Tu es tombée dans l'escalier. Les voisins, les Mercier, ils ont entendu du bruit. Madame Mercier a sonné. Elle a vu la lumière allumée, mais personne ne répondait. Elle a appelé les pompiers. Ils ont dû enfoncer la porte. Il a serré ma main plus fort. « Tu as une fracture du col du fémur, maman. Le médecin dit que c'est sérieux. À ton âge... » Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin de la finir. Une fracture du col du fémur à 74 ans. C'est souvent le début de la fin. Tout le monde le sait. Les statistiques sont impitoyables. Un tiers des personnes âgées qui se fracturent le col du fémur meurent dans l'année qui suit. Un autre tiers ne remarche jamais normalement. Je connaissais ces chiffres. J'avais été institutrice pendant 35 ans. J'avais l'habitude des statistiques. « Ne t'inquiète pas, maman, on va s'occuper de toi. » Il m'a embrassée sur le front. Et moi, naïve, reconnaissante, épuisée par la douleur et les médicaments, j'ai pensé « J'ai de la chance d'avoir un fils comme lui. » Je me trompais, comme je ne m'étais jamais trompée de toute ma vie. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays, de quelle solitude. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je suis curieuse de savoir combien de femmes comme moi vivent la même chose en silence, derrière des portes fermées, dans des chambres d'hôpital ou des maisons vides. Les premiers jours à l'hôpital se sont passés dans une sorte de brouillard. Les médicaments contre la douleur, la morphine d'abord, puis des antalgiques moins puissants, me rendaient confuse, somnolente. Je dormais beaucoup. Je me réveillais pour les repas qu'une aide-soignante déposait sur ma table roulante, pour les soins que les infirmières s'en prodiguaient avec une efficacité mécanique, pour les visites. Éric venait tous les jours, parfois seul, parfois avec Valérie, sa femme. Ils m'apportèrent des fleurs, des lys blancs qui embaumaient toute la chambre, des magazines que je ne lisais pas, des chocolats que je ne mangeais pas. Ils me tenaient la main. Ils me disaient que tout allait bien se passer, que je devais me reposer, que je devais reprendre des forces. Valérie. Comment décrire Valérie sans que la colère ne me submerge? Je l'ai connue il y a 15 ans, quand Éric me l'a présentée. C'était un dimanche de juin. Éric avait 32 ans. Il travaillait déjà comme comptable dans une entreprise de transport à Paris. Il était venu à Rouen avec cette femme qu'il avait rencontrée, disait-il, lors d'une soirée chez des amis. Valérie avait alors 29 ans. Elle travaillait dans une agence immobilière du 16e arrondissement. Grande, blonde, mince, avec des dents parfaites et un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Elle portait une robe de marque, des chaussures à talons hauts, un parfum entêtant qui laissait des traces dans l'air longtemps après son passage. Elle parlait beaucoup, riait fort, posait des questions. Beaucoup de questions. « C'est une belle maison, Madame Darieux. Vous l'avez achetée quand? Elle fait combien de mètres carrés? Le jardin est grand, le quartier est calme, il y a des commerces à proximité. » Au début, je me suis dit qu'elle était simplement curieuse. Professionnelle. Après tout, c'était son métier, l'immobilier. Elle devait avoir l'habitude d'évaluer les propriétés. Mais au fil des années, j'ai compris autre chose. Valérie ne me voyait pas comme une belle-mère. Elle ne me voyait même pas comme une personne. Elle me voyait comme un investissement, un obstacle entre elle et ce qu'elle convoitait. Ma maison, ma pension, mon compte en banque. Tout ce que Georges et moi avions construit en 42 ans de mariage, de travail, d'économie.
Éric et Valérie se sont mariés 1 an après leur rencontre. Un mariage à Paris, dans une salle de réception du 15e arrondissement. 300 invités, dont je ne connaissais presque personne. J'ai payé une partie de la fête, 20 000 € que j'avais mis de côté pour ma retraite. Éric m'avait dit que c'était temporaire, qu'il me rembourserait. Ils n'ont jamais remboursé. Ils n'ont pas eu d'enfant. Valérie disait que ce n'était pas le moment, qu'ils voulaient d'abord s'installer, profiter de la vie, voyager. Les années ont passé. Le moment n'est jamais venu. Et moi, j'ai accepté l'idée que je ne serais jamais grand-mère, que la lignée des Darieux s'arrêterait avec Éric. Il vivait dans un appartement à Paris, rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. Un 3 pièces nous qu'il louait 3 000 € par mois. Un loyer exorbitant pour un appartement sans charme, sans lumière, sans âme. Mais Valérie tenait à vivre dans ce quartier. Question d'image, disait-elle. Question de standing. Éric était comptable dans une entreprise de transport. Un salaire correct, sans plus. Valérie avait quitté son travail il y a 5 ans, officiellement pour se consacrer à d'autres projets. Des projets qui consistaient principalement, d'après ce que j'avais compris, à dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas. Des restaurants, des vêtements, des voyages, des soins de beauté, une vie au-dessus de leurs moyens. Je le savais parce qu'Éric m'appelait parfois pour me demander de l'aide. Pas souvent. 1 ou 2 fois par an. Mais assez pour que je comprenne que leur situation financière n'était pas brillante. « Maman, on a un petit problème de trésorerie ce mois-ci. Les charges de copropriété ont augmenté et Valérie a eu des frais imprévus. Tu pourrais nous prêter 2 000 €? On te rembourse le mois prochain, promis. » Le mois prochain devenait le mois d'après, puis l'année suivante, puis jamais. Il ne remboursait pas. Et je ne demandais pas. Parce qu'il était mon fils. Parce que c'est ce que font les mères. Parce que l'argent de toute façon lui reviendrait un jour. Après ma mort. En 15 ans, j'ai dû leur donner, en prêt jamais remboursé, en cadeau pour les anniversaires et les Noëls, en participations diverses, au moins 50 000 €. Peut-être 60. Je n'ai jamais compté exactement. Je me disais que c'était normal, que c'était mon rôle de mère, que Georges aurait fait la même chose. Je me trompais sur ça aussi. Georges n'aurait jamais accepté qu'on le traite comme un distributeur de billets. Georges avait sa fierté, et il m'avait appris à avoir la mienne. Mais la fierté s'use avec le temps, avec la solitude, avec le besoin d'être aimé, d'être utile, d'exister encore aux yeux de quelqu'un. Le 4e jour à l'hôpital, une infirmière est entrée dans ma chambre. Je ne l'avais jamais vue avant. Elle était jeune, 35 ans peut-être, avec des yeux noirs profonds qui semblaient voir au-delà des apparences, et un sourire doux qui contrastait avec l'efficacité de ses gestes. Ses cheveux bruns étaient attachés en chignon sous sa coiffe blanche. Sur son badge, il était écrit « Fatima Benali, infirmière diplômée d'État. Bonjour, Madame Darieux. Je suis Fatima. Je vais m'occuper de vous aujourd'hui. L'infirmière qui s'occupait de vous habituellement est en congé. » Elle a vérifié ma perfusion avec des gestes précis, pris ma tension en silence, noté quelque chose sur son carnet. Puis, au lieu de repartir comme le faisaient les autres, elle s'est assise au bord de mon lit. « Comment vous sentez-vous » La question m'a surprise, pas par son contenu, mais par sa sincérité. Les autres soignants me posaient la même question, mais c'était mécanique, routinier. Fatima, elle, semblait vraiment vouloir savoir. Fatiguée, confuse. J'ai l'impression que ma tête est remplie de brouillard. C'est normal. Les médicaments font cet effet, surtout au début. Mais ça va passer, vous verrez. Dans quelques jours, vous vous sentirez plus clair.
Elle a hésité un instant, comme si elle voulait ajouter quelque chose, mais n'osait pas. Puis elle a dit d'une voix plus basse, presque un murmure. « Madame Darieux, est-ce que vous avez de la famille? En dehors de votre fils, je veux dire. Des frères, des sœurs, des neveux, des nièces ?» La question m'a semblé étrange. Pourquoi me demandait-elle ça? Ma sœur Marguerite est morte il y a 3 ans. Mais j'ai une nièce, Célestine, la fille de Marguerite. Elle vit à Lyon. On ne se voit pas souvent, mais on s'appelle de temps en temps. Pourquoi vous me demandez ça? Et Fatima a regardé vers la porte, comme pour vérifier que personne n'écoutait dans le couloir. Puis elle s'est retournée vers moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De l'inquiétude, de la compassion, de la peur. Pour rien. Je demandais juste. C'est important d'avoir de la famille, vous savez. Quelqu'un sur qui compter. Elle s'est levée, a replacé ma couverture avec soin, et avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. « Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, Madame Darieux, appelez-moi, n'importe quand, de jour comme de nuit. Je suis là pour vous. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence, une mise en garde, mais j'étais trop fatiguée, trop engourdie par les médicaments pour y prêter attention. J'ai fermé les yeux et je me suis rendormie. Ce soir-là, Éric et Valérie sont venus me voir, comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Je l'ai senti dès qu'ils sont entrés dans la chambre. Une tension dans l'air, des regards échangés, des sourires qui sonnaient faux. Valérie portait un bouquet de lys blancs, encore des lys. L'odeur était entêtante, presque étouffante. Elle les a posés sur la table de nuit, à côté des autres fleurs qui commençaient à faner. « Maman, comment tu vas aujourd'hui ?» a demandé Éric, en s'asseyant près de moi. « Mieux, un peu mieux. L'infirmière dit que je devrais me sentir plus claire dans quelques jours. »« C'est bien, c'est bien. » Il évitait mon regard. Il fixait ses mains, le sol, la fenêtre, tout sauf mes yeux. Valérie, elle, me regardait, mais pas comme on regarde une personne, comme on regarde un objet, une chose à évaluer. « Simone, on a parlé avec le médecin, » a-t-elle dit de sa voix sucrée, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « La rééducation va être longue, plusieurs mois. » J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. « On a pensé à quelque chose, » a continué Éric, « pour ta convalescence. » Valérie s'est avancée. Elle souriait, mais ses yeux étaient froids, comme des billes de verre. « Tu ne peux pas retourner chez toi, Simone. Pas dans ton état. L'escalier, le jardin, les courses à faire. La maison est trop grande pour une personne seule. Et avec ta hanche, tu risques de retomber. » Mon cœur s'est serré. Ma maison. Elle parlait de ma maison. « Alors quoi ?» ai-je demandé d'une voix que j'essayais de garder calme. « On a trouvé un établissement, un EHPAD très bien, à Bois-Guillaume. C'est à 10 minutes de Rouen. Ils ont une chambre disponible. Le cadre est agréable. Il y a un jardin, des activités. Tu serais bien là-bas. » Un EHPAD. Ils voulaient me mettre dans un EHPAD. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Les murs de la chambre semblaient en et se rapprocher, m'étouffer. « Un EHPAD ? Mais je ne suis pas... » « Juste temporairement, maman. » s'est empressé d'ajouter Éric. « Le temps que tu te remettes, que tu remarches. Après, on verra. Mais ma maison, mes affaires, mes rosiers... »« Ne t'inquiète pas pour la maison, » a dit Valérie d'un ton qui se voulait rassurant, mais qui me glaçait le sang. « On s'en occupe. On passera de temps en temps pour vérifier que tout va bien. Arroser les plantes, relever le courrier. » Elle a posé sa main sur la mienne. Ses ongles étaient vernis d'un rouge sang, longs et pointus comme des griffes.
Simone, c'est pour ton bien. Tu comprends, n'est-ce pas? On ne peut pas te laisser seule dans cette grande maison. C'est trop dangereux. » J'ai regardé mon fils. Il évitait toujours mon regard. Ses épaules étaient voûtées, comme s'il portait un poids invisible. « Eric ?» Il a levé les yeux vers moi. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose. Du remords? De la honte? Mais ça a disparu aussitôt, remplacé par ce masque neutre qu'il portait depuis qu'il était avec Valérie. « Maman, Valérie a raison. Tu ne peux pas vivre seule. C'est trop risqué. On t'aime, tu sais. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond blanc de ma chambre d'hôpital, les ombres qui dansaient au gré des lumières du couloir, et je pensais à ma maison, à mes rosiers que Georges avait plantés l'année de notre mariage, au fauteuil en velours vert où il s'asseyait pour lire, à la cuisine où je préparais encore son café chaque matin, par habitude, par amour, par refus d'accepter qu'il était parti. Un EHPAD. Il voulait m'envoyer dans un EHPAD, me ranger sur une étagère comme un bibelot dont on ne sait plus quoi faire, me parquer dans une chambre de 12 mètres carrés, avec pour seule compagnie d'autres vieillards abandonnés, des repas en barquette et des activités débilitantes. Je n'avais rien contre les EHPAD. J'avais visité celui où ma voisine, Madame Dumont, avait fini ses jours. C'était propre, le personnel était gentil, les résidents semblaient bien traités. Mais ce n'était pas une maison, ce n'était pas un foyer. C'était une salle d'attente, un endroit où l'on attend la mort, en regardant les jours passer. Et moi, je n'étais pas prête à attendre la mort. Pas encore. Pas comme ça. Le lendemain matin, Fatima est revenue. Elle a fermé la porte derrière elle, ce qui m'a semblé inhabituel. Les autres infirmières laissaient toujours la porte ouverte. Elle s'est approchée de mon lit avec une expression grave. « Madame Darieux, je dois vous parler. » Elle s'est assise près de moi, très proche, et a baissé la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souffle. « Hier soir, j'étais de garde. Je passais dans le couloir quand j'ai entendu une conversation. Votre fils et sa femme parlaient avec le docteur Mercier dans son bureau. La porte était entr'ouverte. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qu'est-ce qu'il disait? Fatima a hésité. Je voyais qu'elle avait peur, qu'elle prenait un risque en me parlant, qu'elle mettait son travail, sa carrière, peut-être même sa liberté en jeu. Il parlait de vous mettre sous tutelle. Le mot m'a frappé comme une gifle. Sous tutelle? Oui, votre belle-fille expliquait au docteur que vous étiez confuse, désorientée, incapable de prendre des décisions par vous-même. Elle disait que vous aviez des pertes de mémoire, que vous vous perdiez parfois dans votre propre maison, que vous oubliez de manger, de prendre vos médicaments. Mais c'est faux, je ne suis pas confuse. C'est juste les médicaments qui me rendent somnolente. Je sais, Madame Darieux. Je vous observe depuis 4 jours. Vous êtes parfaitement lucide. Mais votre belle-fille a demandé au docteur Mercier de rédiger un certificat médical attestant de votre incapacité à gérer vos affaires. Et le docteur? Il a accepté? Fatima a baissé les yeux. Je ne sais pas, mais j'ai vu votre fils sortir du bureau avec des papiers à la main. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Les murs, le plafond, le visage de Fatima, tout se mélangeait dans un tourbillon vertigineux. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Fatima m'a regardée avec une compassion infinie, une compassion qui venait de l'expérience, de la connaissance, de toutes ces histoires qu'elle avait dû voir dans cet hôpital. L'argent, madame, c'est toujours l'argent. Si vous êtes placé sous tutelle, votre fils deviendra votre représentant légal
Il pourra gérer votre patrimoine à votre place, vendre votre maison, disposer de votre pension, prendre toutes les décisions vous concernant. Mais c'est mon fils, il ne ferait pas ça. Il m'aime. Les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Fatima s'est levée. Elle a regardé vers la porte, puis s'est penchée vers moi une dernière fois. « Madame Darieux, je ne devrais pas vous dire ça. Je pourrais perdre mon travail. Je pourrais avoir des ennuis avec l'hôpital, avec la justice même. Mais j'ai vu trop de familles faire la même chose. Des enfants qui abandonnent leurs parents dans des établissements pour récupérer leur patrimoine. Des vieilles dames qui meurent seules parce que personne ne les visite plus. Des hommes qui finissent leur jour dans des chambres sordides pendant que leurs héritiers se partagent leur fortune. » Elle a pris ma main et l'a serrée fort. « Vous semblez être une bonne personne, une femme digne, courageuse. Et ce qu'il prépare n'est pas juste. Alors je vous le dis, même si je risque tout en le faisant, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Fuyez, le mot résonnait dans ma tête comme une alarme. Mais comment fuir quand on a une hanche fracturée? Comment fuir quand on est cloué sur un lit d'hôpital, relié à des machines, dépendante des autres pour le moindre geste? Comment fuir quand on est seul au monde? Ce soir-là, j'ai fait semblant de dormir. C'est une technique que j'avais apprise enfant, quand ma mère venait vérifier si j'étais couchée, avant d'éteindre la lumière. Respirer lentement, régulièrement, comme une mère calme. Garder les yeux fermés mais pas trop serrés, juste assez pour sembler naturel. Ne pas bouger, même si le nez démange, ou si un muscle proteste. Éric et Valérie sont arrivés vers 20h. J'entendais leurs pas dans le couloir, le claquement des talons de Valérie sur le linoléum, le frottement plus sourd des chaussures d'Éric. Ils sont entrés dans ma chambre en chuchotant. « Elle dort », a murmuré Éric. « Tant mieux, on peut parler tranquillement. » Ils se sont assis. J'entendais le bruit de la chaise qu'on tire, le froissement de leur manteau, le soupir de Valérie, qui croisait ses jambes. « Le médecin a signé ?» a demandé Valérie. « Oui. J'ai le certificat. Il dit qu'elle présente des signes de confusion mentale, liés à l'âge et au traumatisme de la chute, qu'elle n'est plus en mesure de gérer ses affaires seule. » « Parfait. Et pour le juge des tutelles ? » « J'ai rendez-vous vendredi. Si tout va bien, la mise sous tutelle sera prononcée dans 2 semaines maximum. Le juge verra le certificat médical. Il entendra mon témoignage. Et comme je suis son seul héritier, il n'y aura pas d'opposition. » Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers les draps. « Et la maison ?» a demandé Valérie avec une avidité mal dissimulée. « Une fois que je serai son tuteur, je pourrai la mettre en vente. J'ai déjà contacté une agence immobilière à Rouen. Ils m'ont dit qu'on pouvait en tirer au moins 380 000 €. Plus si on attend un peu que le marché remonte. 380 000 €. Ma maison, celle de Georges et moi. Nos 42 ans de vie ensemble. Notre amour, nos souvenirs, nos espoirs, réduits à un chiffre sur un contrat de vente. Et sa pension ? A continué Valérie. 4 100 € par mois, dont 1 800 de réversion de mon père. L'EHPAD de Bois-Guillaume coûte 2 400 € par mois, charges comprises. Ça nous laisse 1 700 € pour nous, plus la vente de la maison. On pourra enfin acheter quelque chose à Paris, ou même investir dans un bien locatif. Valérie a ri, un rire bas, satisfait, comme un chat qui vient d'attraper une souris. Franchement, Éric, ta mère nous aura été utile finalement. Toutes ces années où elle nous faisait la morale, où elle critiquait mes choix, où elle me regardait de haut avec ses airs de sainte Nitouche. Et maintenant, c'est elle qui va financer notre avenir. C'est presque poétique,
tu ne trouves pas? Ne dis pas ça comme ça, Valérie. C'est quand même ma mère. Et alors? Elle a 74 ans, Eric. Elle est tombée dans l'escalier. Elle ne peut plus vivre seule. C'est la nature des choses. Les vieux finissent par mourir. Et les jeunes héritent. C'est comme ça depuis la nuit des temps. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Chaude, silencieuse. J'ai prié pour qu'il ne la voie pas dans la pénombre de la chambre. « Oh, les pads, ils sont bien ?» a demandé Eric d'une voix où perçait un reste de conscience. « Très bien. J'ai visité la semaine dernière. Les chambres sont propres. Le personnel est compétent. Elle sera bien traitée. Et puis, on pourra lui rendre visite de temps en temps. Une fois par mois, peut-être. Pour les fêtes. Une fois par mois. Eric, sois réaliste. Paris-Rouen, c'est 1h30 de train. On ne va pas faire le trajet toutes les semaines. Et puis, elle aura d'autres résidents pour lui tenir compagnie. Des animations. Des soins. Elle sera mieux là-bas que toute seule dans sa grande maison à déprimer. Le silence est tombé, Puis Eric a dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix plate, résignée, vidée de toute humanité, « D'accord. D'accord. Mon fils venait de vendre sa mère pour 380 000 € et 1 700 € par mois. Ils sont partis peu après. La porte s'est refermée avec un clic discret. Et moi, dans le noir de ma chambre d'hôpital, j'ai ouvert les yeux. Les larmes coulèrent librement maintenant. Des larmes de douleur, de colère, de trahison, mais aussi des larmes de clarté, parce que le voile venait de se déchirer, parce que je voyais enfin la vérité que j'avais refusé de voir pendant 15 ans. Mon fils n'était plus mon fils. Il était devenu l'instrument de sa femme, un pantin sans volonté, sans courage, sans amour. L'amour maternel que j'avais cru indestructible. Cet amour qui m'avait fait accepter leurs emprunts jamais remboursés, leurs visites de plus en plus rares, leurs coups de téléphone de plus en plus brefs. Cet amour n'avait jamais été réciproque. Ou alors il l'avait été, autrefois, quand Eric était encore un enfant, quand il courait vers moi en rentrant de l'école, quand il me serrait dans ses bras en me disant « Je t'aime, maman ». Mais cet enfant avait disparu, remplacé par un homme que je ne reconnaissais plus. Et j'ai compris autre chose cette nuit-là. Quelque chose de plus important encore. Je devais me battre, pas pour l'argent. L'argent, au fond, je m'en fichais. Je n'avais jamais été matérialiste. J'avais vécu modestement toute ma vie, économisant pour l'avenir, pour les imprévus, pour aider les autres. Pas pour la maison non plus. Les murs, les briques, le jardin, ce n'étaient que des choses. Des choses auxquelles j'étais attachée, certes, mais des choses quand même. Non, je devais me battre pour ma dignité, pour le droit de décider de ma propre vie. Pour le droit de mourir chez moi, dans mon lit, entouré de mes souvenirs, et non pas dans une chambre d'EHPAD, entre deux inconnus. Je devais me battre pour Georges, pour cette promesse que je lui avais faite sur son lit de mort. Tu es forte, Simone. Ne laisse personne te prendre ça. Et je devais me battre pour toutes ces femmes qui, comme moi, se faisaient voler leur vie par ceux qu'elles avaient aimés. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de votre propre sang? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule. Le lendemain matin, quand Fatima est venue pour les soins, j'étais assise dans mon lit, éveillée, lucide, déterminée. Elle a remarqué immédiatement que quelque chose avait changé. Mon regard, peut-être. Ma posture. L'énergie qui émanait de moi malgré la fatigue et la douleur. « Madame Darieux, vous avez l'air différente ce matin. » Fatima,
J'ai besoin de votre aide. » Elle a fermé la porte et s'est approchée, le visage grave. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais entendue, la tutelle, la maison, l'EHPAD, les 1700 € qu'il comptait garder chaque mois, le certificat médical que le docteur Mercier avait signé, le rendez-vous avec le juge des tutelles prévu pour vendredi. Fatima écoutait, les poings serrés, le visage de plus en plus sombre. « Je le savais », a-t-elle murmuré quand j'ai eu fini. « Je le sentais depuis le début. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. »« Comment ? Comment vous le saviez ?» ?»« J'ai vu beaucoup de familles, Madame Darieux. 15 ans que je travaille dans cet hôpital. J'ai appris à reconnaître les regards, les gestes, les silences. Votre belle-fille, dès le premier jour, elle m'a mise mal à l'aise. Elle ne vous regardait jamais dans les yeux. Elle regardait toujours autour d'elle. La chambre, les équipements, les documents sur la table de nuit. Comme si elle évaluait quelque chose. Comme si elle faisait un inventaire. Elle s'est assise près de moi et m'a pris les mains. « Qu'est-ce que vous voulez faire, Madame Darieux ?»« Me battre. Mais je ne sais pas comment. Je suis seule. Je ne peux pas marcher. » Mon téléphone, Eric l'a pris. Il a dit que c'était pour le recharger, mais je sais maintenant que c'était pour m'isoler, pour m'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Vous avez dit que vous aviez une nièce, Célestine, c'est ça? Oui, elle vit à Lyon. On ne s'est pas vu depuis 3 ans, depuis l'enterrement de sa mère. Mais on s'appelle de temps en temps, pour les anniversaires, les fêtes. Elle est gentille, Célestine. Elle ressemble à ma sœur Marguerite. Douce mais forte, droite mais pas rigide. Appelez-la, maintenant. Mais je n'ai pas de téléphone. Fatima a regardé vers la porte. Puis elle a plongé la main dans la poche de sa blouse et en a sorti un petit téléphone portable. « Prenez le mien. » J'ai regardé cet appareil comme s'il était une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Et c'est exactement ce qu'il était. « Fatima, vous risquez votre travail. Si on découvre que vous m'avez aidé, que vous avez violé le secret médical, que vous êtes intervenue dans une affaire familiale, je sais. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Mais il y a des choses plus importantes que le travail, Madame Darieux. Plus importantes que la sécurité. Plus importantes que les règles. » Elle m'a mis le téléphone dans les mains. « Et le numéro de votre nièce, vous le connaissez ?» J'ai fermé les yeux. Le numéro de Célestine. Je l'avais composé des dizaines de fois au fil des années, pour lui souhaiter son anniversaire, pour lui donner des nouvelles, pour entendre sa voix quand la solitude devenait trop lourde. Oui, je le connais par cœur. J'ai tapé les chiffres d'une main tremblante. Une sonnerie. 2, 3. Mon cœur battait à tout rompre. « Allô ?» La voix de Célestine. Chaude, familière, comme un rayon de soleil après des jours de pluie. « Célestine, c'est tante Simone. »« Tante Simone ? Quelle surprise ! Comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Sa voix était joyeuse, insouciante. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. « Célestine, écoute-moi. J'ai besoin de toi. » Ma voix s'est brisée. Les sanglots que je retenais depuis la veille ont jailli d'un coup, incontrôlables. « Qu'est-ce qui se passe, tante Simone? Tu pleures? Il est arrivé quelque chose? » Je suis à l'hôpital, à Rouen. J'ai fait une chute, une fracture du col du fémur. Et Eric? Je n'arrivais plus à parler. Les mots se bousculaient dans ma gorge, étouffés par les larmes. « Tante Simone, calme-toi. Respire. Qu'est-ce qu'Eric a fait? » J'ai respiré profondément. J'ai regardé Fatima,
qui me faisait signe d'encouragement, qui me soutenait du regard comme on soutient quelqu'un qui apprend à marcher. Il veut me mettre sous tutelle pour prendre ma maison et ma pension. J'ai entendu leur conversation hier soir, lui et Valérie. Ils veulent me placer dans un EHPAD et garder l'argent. Ils ont déjà fait signer un certificat médical au docteur. Ils ont rendez-vous avec le juge des tutelles vendredi. Le silence au bout du fil. Un silence lourd, chargé de stupeur et de colère. Puis la voix de Célestine, différente maintenant, dure, déterminée, comme l'acier qu'on trempe dans l'eau froide. Je prends le premier train. Ne signe rien, tante Simone. Tu m'entends? Rien du tout. Pas un papier, pas un formulaire, rien. Et ne leur dis pas que tu m'as appelé. Fais comme si de rien n'était. Je m'occupe de tout. J'arrive. Elle a raccroché. Fatima a repris son téléphone et l'a glissé dans sa poche. Elle vient? Oui. Bien. En attendant, vous devez jouer le jeu. Faire semblant que vous ne savez rien. Que vous êtes confuse, fatiguée, docile. Comme ils vous voient. Oh, pourquoi? Parce que s'ils savent que vous êtes au courant, ils vont accélérer les choses. Ils vont vous transférer dans un autre établissement avant l'arrivée de votre nièce. Ou pire. Pire. Fatima a baissé les yeux. Sa voix était devenue un murmure. J'ai vu des cas, Madame Darieux. Des personnes âgées qu'on a fait passer pour démentes alors qu'elles ne l'étaient pas. Des certificats médicaux falsifiés sur la base de témoignages intéressés. Des signatures obtenues sous sédatifs. Quand le patient était trop drogué pour comprendre ce qu'il signait. Mon sang s'est glacé. Vous pensez qu'ils iraient jusque-là? Je ne sais pas. Mais je préfère ne pas prendre de risques. Ce jour-là, j'ai joué le rôle de ma vie. Quand Eric est venu me voir l'après-midi, j'étais allongée dans mon lit, les yeux mi-clos, la voix faible, le regard vague. J'avais répété mon personnage dans ma tête toute la matinée. La vieille dame confuse, dépassée par les événements, reconnaissante qu'on s'occupe d'elle. « Maman, comment tu vas aujourd'hui? » Fatiguée, mon chéri. Tellement fatiguée. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai vu le soulagement dans ses yeux. Il croyait que j'avais cédé, que j'étais trop faible pour résister, que la bataille était gagnée d'avance. C'est normal, maman. Tu as besoin de repos. Le médecin dit que tu fais des progrès. Bientôt, tu pourras commencer la rééducation. Il s'est assis près de moi. Il a pris ma main et j'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas la retirer. Maman, on a trouvé un très bel établissement pour toi. Tu vas voir, tu seras bien là-bas. Ils ont un jardin avec des fleurs, des activités tous les jours, une bibliothèque. Et la cuisine est excellente, paraît-il. Oui, mon chéri, si tu penses que c'est mieux, je te fais confiance. Les mots me brûlaient à la gorge comme de l'acide. Il y a juste quelques papiers à signer pour les formalités d'admission. Le médecin doit aussi remplir un formulaire. Rien de compliqué. Mon cœur s'est accéléré. Les papiers. La tutelle. Pas maintenant, Eric. Je suis trop fatiguée. Ma tête est toute embrouillée. Je n'arrive pas à me concentrer. Demain peut-être, quand j'irai mieux. J'ai fermé les yeux, comme si l'effort de parler m'avait épuisé. D'accord, maman. Demain. Repose-toi. Il m'a embrassée sur le front, et il est parti. Dès que la porte s'est refermée, j'ai rouvert les yeux. Fatima était dans le couloir, faisant semblant de ranger un chariot de médicaments. Elle m'a fait un signe discret. Demain. Célestine devait arriver avant demain. Le train de Lyon arrivait à 9h47. Il était maintenant 15h. Moins de 20 heures à tenir. Moins de 20 heures pour sauver ma vie. Cette nuit-là,
Je n'ai pas dormi une minute. Je regardais le plafond de ma chambre, les ombres des arbres qui dansaient derrière les stores, les lumières du couloir qui filtraient sous la porte, et je pensais à Éric enfant. Ses premiers pas dans le salon de notre maison, ses petites jambes, potelées, qui trébuchaient sur le tapis. Son rire quand Georges le faisait tourner dans les airs, les bras écartés comme un avion. Ces dessins que je gardais encore dans une boîte, au grenier. Des dessins de maisons avec des cheminées qui fument, de soleils jaunes aux rayons pointus, de bonshommes aux bras en bâton. « Pour maman », écrivait-il au crayon rouge, avec des cœurs maladroits. Où était passé cet enfant? Cet enfant qui me serrait si fort dans ses bras quand je le couchais le soir? Cet enfant qui me demandait de vérifier qu'il n'y avait pas de monstre sous son lit? Cet enfant qui me disait « Je t'aime, maman » avec une sincérité qui me faisait monter les larmes aux yeux? Il avait disparu. Quelque part entre l'adolescence et l'âge adulte, entre les premières amours et le mariage avec Valérie, il s'était transformé en quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un capable de trahir sa propre mère pour de l'argent. Je pensais à Valérie, à sa façon de me regarder sans me voir, à ses questions sur la valeur de la maison, sur le montant de ma pension, sur les économies que Georges avait laissées, à son sourire quand elle obtenait ce qu'elle voulait, un sourire froid, calculateur, qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. J'avais mis du temps à comprendre qui elle était vraiment, trop de temps, parce que je voulais croire que mon fils avait fait le bon choix, parce que je voulais croire qu'elle l'aimait, qu'elle le rendait heureux, qu'elle était la femme qu'il lui fallait. Mais Valérie n'aimait personne, pas même Éric, je pense. Elle l'utilisait comme elle utilisait tout le monde. Comme elle voulait m'utiliser. Je pensais à Georges, à ce qu'il aurait fait s'il avait été là. Il aurait défendu notre maison, j'en suis sûre. Il aurait défendu notre vie. Il n'aurait jamais laissé son fils nous trahir. Mais Georges n'était plus là, depuis 8 ans. 8 ans de solitude, de silence, de conversation avec les murs et les photos. 8 ans à préparer du café pour 2, alors qu'il n'y avait plus que moi. Je me suis mise à lui parler dans le noir de ma chambre, à voix basse, comme une prière. « Georges, aide-moi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis vieille. Je suis fatiguée. J'ai peur. Notre fils, tu sais, notre petit Éric, il veut me voler tout ce qu'on a construit ensemble. Il veut m'enfermer dans un mouroir pour prendre la maison. Notre maison, Georges. Celle où on a vécu 42 ans. Celle où tu es mort dans mes bras. » Les larmes coulaient sur mes joues, trempaient l'oreiller. Tu m'avais dit d'être forte. Tu m'avais dit de ne laisser personne me prendre ça. Mais je ne sais pas si j'en ai la force, Georges. Je ne sais pas si je peux me battre toute seule. Le silence, le noir, le battement de mon cœur dans le silence. Et puis, quelque part dans ma mémoire, la voix de Georges, claire, ferme, aimante. Tu n'es pas seule, Simone. Tu ne l'as jamais été. Et tu es plus forte que tu ne le crois. Je me suis accrochée à cette voix, à ce souvenir, à cet amour qui ne mourrait jamais, même si l'homme qui me l'avait donné était parti depuis longtemps. Vers 6 heures du matin, mon téléphone... Enfin, le téléphone que Fatima m'avait laissé en secret, caché sous mon oreiller, a vibré doucement. Un message de Célestine. « Train part dans 1 heure. J'arrive à 9h47 avec Maître Berthelot, avocat spécialisé en protection des personnes vulnérables. Tiens bon, on va se battre. » J'ai serré le téléphone contre mon cœur. Quelques heures. Il fallait tenir quelques heures. À 8 heures, Fatima est venue comme d'habitude. Elle a vérifié mes constantes, changé ma perfusion, noté quelque chose sur mon dossier.
Puis, en se penchant pour ajuster mon oreiller, elle a glissé « Votre fils est là, avec le médecin, dans le bureau du chef de service. » Mon sang s'est glacé. Ils font quoi? Je ne sais pas exactement, mais j'ai vu des papiers, beaucoup de papiers. Et votre belle-fille vient d'arriver aussi. Elle est entrée avec une mallette. Le piège se refermait. Il n'allait pas attendre demain. Il voulait en finir aujourd'hui. Je me suis redressée dans mon lit, ignorant la douleur qui vrillait ma hanche. Fatima, il faut les retarder. Célestine arrive à 9h47. Il me reste moins de 2 heures. Comment je fais? Je ne sais pas. Inventer quelque chose. Un problème avec ma perfusion. Un examen supplémentaire à faire. Une réaction allergique. N'importe quoi. Fatima a réfléchi une seconde, son visage tendu par la concentration. Puis elle a hoché la tête. D'accord, je vais essayer, mais je ne peux pas garantir que ça marchera. Essayez, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Elle est sortie, et moi, j'ai attendu. Les minutes passaient comme des heures. Je regardais l'horloge sur le mur en face de mon lit. Les aiguilles semblaient avancer au ralenti, comme si le temps lui-même s'était ligué contre moi. 8h15, 8h20, 8h25. J'entendais des bruits dans le couloir, des voix, des pas, le cliquetis d'un chariot. 8h30, 8h35. Où était Célestine? Son train avait-il du retard? Avait-elle manqué la correspondance? 8h40. 8h45. La porte s'est ouverte. Éric est entré, suivi de Valérie, suivi du docteur Mercier. Le docteur Mercier était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes épaisses à monture métallique et un air perpétuellement fatigué. Il tenait une liasse de documents serrés contre sa poitrine. « Madame Darieux », a-t-il dit d'une voix professionnelle, sans émotion. « Comment vous sentez-vous ce matin? »« Bien, docteur. Mieux qu'hier. Ma tête est plus claire. » J'avais décidé de changer de stratégie. Jouer la vieille dame confuse n'avait pas suffi à les retarder. Peut-être que montrer ma lucidité les déstabiliserait. Il a échangé un regard avec Éric. Un regard que j'ai intercepté. Un regard qui disait « Elle n'est pas aussi confuse qu'on le pensait. Madame Darieux, votre fils m'a expliqué la situation. Compte tenu de votre chute et de votre âge, nous pensons qu'il serait plus prudent que vous soyez accompagné dans vos décisions quotidiennes. Pour votre sécurité, pour votre bien-être. » Accompagné? Vous voulez dire mise sous tutelle? Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Le silence s'est fait. Valérie s'est avancée, son sourire de façade plaqué sur son visage. « Simone, c'est pour ton bien. Tu as fait une mauvaise chute. Tu aurais pu mourir. On ne veut pas que ça se reproduise. Avec une tutelle, Éric pourra s'assurer que tu es bien prise en charge, que tes factures sont payées, que ta santé est suivie. C'est une mesure de protection, pas une punition. Une mesure de protection qui vous permettra de vendre ma maison et de garder ma pension. » Le silence. Encore. Plus lourd cette fois. Chargé de tension. Éric a pâli. « Maman, qui t'a dit ça? » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Mon fils, cet étranger. Je vous ai entendu. Avant-hier soir. Vous pensiez que je dormais. Mais j'étais éveillée. Et j'ai tout entendu. La maison à 380 000 €. La pension de 4 100 €. Les 1 700 € que vous comptez garder chaque mois, après avoir payé l'EHPAD. » Valérie a reculé d'un pas. Son sourire s'est effacé, remplacé par une expression que je ne lui avais jamais vue. De la peur, de la colère, de la haine,
Le docteur Mercier semblait de plus en plus mal à l'aise. Il regardait alternativement Éric, Valérie et moi, comme un spectateur pris au piège d'une pièce dont il ne comprenait pas les règles. « Madame Darieux », a-t-il commencé d'une voix hésitante. « Je pense qu'il y a un malentendu. » « Il n'y a aucun malentendu, docteur. Mon fils et sa femme veulent me faire déclarer incapable pour s'approprier mon patrimoine. Et vous avez signé un certificat médical qui prétend que je suis confuse et que je ne peux plus gérer mes affaires seule. » J'ai sorti le téléphone de sous mon oreiller, celui de Fatima. J'ai tout enregistré. Ce n'était pas vrai. Je n'avais rien enregistré. Le téléphone n'avait même pas de fonction d'enregistrement activée. Mais il ne le savait pas. Le visage de Valérie est devenu blanc comme un linge. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Éric me regardait. Ses yeux étaient écarquillés, son front luisant de sueur. « Maman, écoute, on peut en parler. » À ce moment précis, la porte s'est ouverte à la volée. Et Célestine est entrée. Ma nièce, la fille de ma sœur Marguerite. 48 ans, cheveux courts poivre et sel, regard de feu. Elle portait un tailleur gris anthracite et des chaussures plates. Derrière elle, un homme en costume sombre, avec une mallette en cuir. « Tante Simone !» Elle s'est précipitée vers moi, m'a prise dans ses bras. Son parfum, le même que celui de Marguerite, m'a enveloppée comme une couverture chaude. Je suis là. Tout va bien maintenant. Je suis là. L'homme en costume s'est avancé. Il était grand, mince, avec des cheveux gris impeccablement coiffés et des yeux perçants qui semblaient tout voir, tout analyser. Maître Berthelot, avocat au barreau de Lyon, spécialisé en droit des personnes vulnérables et en protection des majeurs. Je représente Madame Simone Darieux. Éric a reculé d'un pas. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui vous a appelé ?» Maître Berthelot a posé sa mallette sur la table de nuit et en a sorti plusieurs documents. « Monsieur Darieux, je dispose d'éléments qui suggèrent que vous et votre épouse tentez de faire placer votre mère sous tutelle de manière frauduleuse, dans le but de vous approprier son patrimoine. » Frauduleuse? Valérie s'est avancée, agressive, les poings serrés. Elle est tombée dans l'escalier. Elle a 74 ans. Elle ne peut plus vivre seule. C'est une mesure de protection parfaitement légitime. Madame, une chute domestique ne justifie pas une mise sous tutelle, et certainement pas une mise sous tutelle motivée par des considérations financières. Il s'est tourné vers le docteur Mercier. « Docteur, le certificat médical que vous avez signé mentionne des signes de confusion mentale chez Madame Darieux. Puis-je savoir sur quels examens cliniques vous vous êtes basé pour établir ce diagnostic ?» Le docteur Mercier a rougi jusqu'aux oreilles. C'était une évaluation clinique. Le fils de Madame Darieux m'a informé que sa mère montrait des signes de désorientation, des pertes de mémoire, des difficultés à gérer les tâches quotidiennes. Une évaluation clinique basée sur le témoignage d'un tiers intéressé, sans examen neurologique, sans test cognitif standardisé, sans IRM cérébral. Docteur, êtes-vous conscient que cela pourrait constituer un faux en écriture publique? Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le médecin a blêmi. Je ne savais pas. Monsieur Darieux m'avait assuré que sa mère présentait des symptômes évidents. Je lui ai fait confiance. C'est son fils, après tout. Vous lui avez fait confiance sans vérifier par vous-même, sans examiner votre patiente, sans lui parler, sans l'évaluer, sans vous assurer que ce qu'on vous racontait correspondait à la réalité. Maître Berthelot a sorti un document de sa mallette.
J'ai ici le témoignage de Madame Fatima Benali, infirmière dans ce service, qui atteste que Madame Darieux est parfaitement lucide depuis son admission, qu'elle répond de manière cohérente aux questions, qu'elle se souvient de son passé, qu'elle reconnaît ses proches, qu'elle est capable de tenir une conversation suivie. Il a regardé le médecin droit dans les yeux. « Docteur Mercier, je vous conseille vivement de rédiger un nouveau certificat médical qui reflète la réalité de l'état de santé de ma cliente et de faire disparaître celui que vous avez signé sous la pression de Monsieur Darieux, sans quoi je me verrai dans l'obligation de signaler votre conduite à l'ordre des médecins et au procureur de la République. » Le docteur Mercier a hoché la tête, le visage défait. « Oui, oui, bien sûr. Je vais rectifier. C'était une erreur. Une terrible erreur. » Il est sorti de la chambre presque en courant. Maître Berthelot s'est alors tourné vers Éric et Valérie. « Quant à vous deux, je vous informe que Madame Darieux a l'intention de porter plainte pour tentative d'abus de faiblesse et tentative de placement abusif sous tutelle. Ces infractions sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende, auxquels peuvent s'ajouter des dommages et intérêts pour préjudice moral. » Valérie a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. Elle était figée, comme une statue de cire. Éric me regardait. Ses yeux étaient remplis de... Quoi? De honte? De peur? De regret? Je ne savais plus lire mon propre fils. « Maman... » »« Non, Éric. » Ma voix était calme, mais ferme. Chaque mot pesait son poids de douleur et de détermination. « Tu as fait ton choix. Tu as choisi l'argent. Tu as choisi ta femme. Tu as choisi de me vendre comme on vend un meuble dont on ne veut plus. Et maintenant, tu vas en assumer les conséquences. Je me demande encore si j'aurais pu faire différemment. Si j'aurais dû écouter mon cœur de mère plutôt que ma dignité blessée. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions, de procédures, de décisions. Maître Berthelot a fait annuler le certificat médical frauduleux. Le docteur Mercier, terrifié par les conséquences légales de son acte, a rédigé un nouveau certificat, attestant que Madame Simone Darieux était parfaitement lucide et capable de gérer ses affaires. Il a même ajouté une note personnelle dans mon dossier médical, s'excusant d'avoir été manipulé par mon fils et sa femme. La demande de mise sous tutelle, qui devait être examinée par le juge des tutelles le vendredi suivant, a été classée sans suite. Le juge, informé par Maître Berthelot de la tentative de fraude, a refusé de donner suite à la requête d'Éric. Quant à ma plainte contre Éric et Valérie, Maître Berthelot m'a conseillé de la maintenir. Madame Darieux, ce qu'ils ont tenté de faire est extrêmement grave. Ils ont falsifié un certificat médical, ils ont essayé de vous priver de vos droits, ils ont comploté pour s'approprier votre patrimoine. Si vous retirez la plainte, ils pourraient recommencer, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. J'ai réfléchi longtemps, des jours entiers à peser le pour et le contre, des nuits à fixer le plafond en me demandant ce que Georges aurait voulu. Éric était mon fils, mon unique enfant. Celui que j'avais porté 9 mois, que j'avais nourri au sein pendant 1 an, que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il avait de la fièvre. Celui pour qui j'avais travaillé, économisé, sacrifié tant de choses. Mais Éric n'était plus cet enfant. Il était devenu un homme que je ne reconnaissais pas. Un homme capable de trahir sa propre mère pour de l'argent. Un homme faible, dominé par une femme sans scrupules, incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Je maintiens la plainte. Le procureur de Rouen a décidé de poursuivre. L'affaire a été instruite pendant plusieurs mois. Des témoins ont été entendus.
Fatima, qui a courageusement accepté de témoigner malgré les risques pour sa carrière, les voisins de Rouen, les Mercier, qui ont raconté comment ils m'avaient trouvé au pied de l'escalier, le docteur Mercier, qui a reconnu avoir signé le certificat sans examiner correctement ma patiente. En attendant le procès, Célestine m'a accueillie chez elle, à Lyon. Elle vivait dans un appartement lumineux du 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. Un 3 pièces au 4e étage, avec un balcon qui donnait sur les arbres. Elle avait préparé une chambre pour moi, avec des draps blancs comme j'aime, des fleurs fraîches sur la table de nuit, une vue sur la cime des platanes. Tante Simone, tu restes aussi longtemps que tu veux. Cette chambre est à toi. Mais ta vie, ton travail, ta liberté, je ne veux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau. Tu es ma famille. La seule vraie famille qui me reste depuis que maman est partie. Ma sœur Marguerite était morte 3 ans plus tôt. Cancer du sein, comme notre mère avant elle. Une mort rapide, presque brutale. 3 mois entre le diagnostic et la fin. J'étais allée la voir à l'hôpital, quelques jours avant qu'elle ne s'éteigne. Elle m'avait pris la main et m'avait dit « Prends soin de Célestine, Simone. Elle a l'air forte, mais elle est fragile à l'intérieur. Comme moi, comme toi. » J'avais promis. Et voilà que c'était Célestine qui prenait soin de moi. La rééducation a été longue et difficile. 3 mois de kinésithérapie intensive. Des exercices douloureux, épuisants, qui me laissaient vider à la fin de chaque séance. Des progrès lents, parfois décourageants. Certains jours, je voulais abandonner. « À quoi bon ?» disais-je à Célestine quand le découragement me submergeait. J'ai 74 ans. Je suis vieille. Je suis fatiguée. Personne ne m'attend nulle part. Célestine me prenait alors la main et me regardait droit dans les yeux. Tu m'attends, tante Simone, et je t'attends. On a encore plein de choses à faire ensemble. Des promenades dans le parc, des films à voir, des gâteaux à faire, des souvenirs à créer. Tu ne vas pas abandonner maintenant, pas après tout ce que tu as traversé. Elle avait raison. Petit à petit, j'ai remarché. D'abord avec un déambulateur. Ces quelques pas hésitants, qui me semblaient des victoires immenses. Puis avec une canne, le corps penché en avant, la concentration tendue vers chaque mouvement. Puis seule, enfin, les jambes tremblantes mais déterminées. Et un jour de mars, 4 mois après ma chute, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai marché jusqu'au parc de la Tête d'Or, seule, sans canne, 1,5 km, aller simple. Je me suis assise sur un banc, face au lac où des canards se disputaient des miettes de pain. Il faisait encore frais, mais le soleil brillait, promesse d'un printemps prochain. Des enfants couraient en riant sur la pelouse. Des couples se promenaient, main dans la main. Des joggeurs passaient en soufflant, leurs écouteurs vissés aux oreilles. Et moi, Simone Darieux, 74 ans, fracture du col du fémur, trahie par son propre fils. J'étais là, vivante, debout, libre. J'ai sorti de ma poche une photographie. Georges et moi, le jour de notre mariage. Juin 1960. Il portait un costume gris, qui lui allait un peu trop grand. J'avais une robe blanche que ma mère avait cousue elle-même. Nous sourions comme si le monde nous appartenait. Et peut-être qu'il nous appartenait, ce jour-là. « Tu vois, Georges » ai-je murmuré. « J'ai tenu bon, comme tu me l'avais demandé. J'ai été forte. » Le vent a soufflé doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres, comme une réponse, comme une caresse. Le procès a eu lieu en mai. Une salle du tribunal de grande instance de Rouen. Des murs gris,
des bancs en bois ciré, des néons qui bourdonnaient au plafond. L'odeur de poussière et de papier qui caractérise tous les lieux de justice. Éric et Valérie étaient assis de l'autre côté de l'allée centrale. Ils ne me regardaient sans pas. Éric fixait ses mains, posées sur ses genoux. Valérie fixait un point invisible sur le mur, le visage fermé. Maître Berthelot a présenté les preuves une à une, méthodiquement, implacablement. Le témoignage de Fatima, qui avait accepté de venir malgré les risques. Elle avait finalement perdu son travail à l'hôpital Charles-Nicolle, licenciée pour avoir violé le secret médical en me prévenant du complot. Mais elle ne regrettait rien, avait-elle dit. J'ai fait ce qui était juste, je le referai. Le certificat médical falsifié que le docteur Mercier avait reconnu avoir signé sans examen approfondi. Les messages échangés entre Éric et Valérie, récupérés par un expert informatique, mandaté par le tribunal, où ils discutaient ouvertement de la vente de ma maison et de l'utilisation de ma pension. Le témoignage des voisins, les Mercier, qui racontaient comment Éric et Valérie ne venaient à me voir qu'1 ou 2 fois par an, toujours pour demander de l'argent. Le procureur a été impitoyable dans son réquisitoire. Monsieur et Madame Darieux, vous avez tenté de profiter de la vulnérabilité d'une femme de 74 ans, votre propre mère pour l'un d'entre vous, pour vous enrichir. Vous avez manipulé un médecin pour obtenir un certificat médical mensonger. Vous avez préparé une demande de mise sous tutelle frauduleuse. Vous avez comploté pour vous approprier une maison d'une valeur de 380 000 € et une pension de 4 100 € mensuels. C'est ce que le Code pénal appelle un abus de faiblesse. C'est un crime odieux, lâche et calculé, commis contre une personne qui aurait dû pouvoir compter sur votre protection et votre amour. Valérie a pleuré pendant tout le réquisitoire. Des larmes qui coulaient sur son visage parfaitement maquillé. Des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. Mais je savais que ces larmes n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de peur. La peur de la prison. La peur de l'amende. La peur de perdre tout ce qu'elle avait tenté de voler. Éric est resté de marbre. Il fixait le sol, les épaules voûtées, comme un homme qui a déjà accepté sa défaite. Quand le président du tribunal lui a demandé s'il avait quelque chose à dire avant le verdict, il a levé les yeux vers moi pour la première fois depuis le début de l'audience. « Maman, je suis désolée. » J'ai soutenu son regard, ce regard que j'avais contemplé avec tant d'amour pendant 47 ans. Ce regard qui avait brillé de joie le jour de sa naissance, de fierté le jour de son diplôme, de bonheur le jour de son mariage. Ce regard qui ne reflétait plus maintenant que de la honte et du vide. Non, Éric, tu n'es pas désolé. Tu es désolé d'avoir été pris. Le verdict est tombé quelques heures plus tard. Éric, 2 ans de prison avec sursis. 50 000 € d'amende. Interdiction de gérer les biens d'autrui pendant 10 ans. Valérie, 2 ans de prison avec sursis. 50 000 € d'amende. Interdiction de gérer les biens d'autrui pendant 10 ans. Interdiction à tous deux d'approcher Simone Darieux pendant 5 ans. Et surtout, sur les conseils de Maître Berthelot, j'avais fait rédiger un nouveau testament. Un testament qui excluait totalement Éric de ma succession. Ma maison, mes comptes bancaires, mes économies, tout ce que Georges et moi avions construit en 42 ans de vie commune. Tout irait à Célestine, et une partie significative serait léguée à une association que Fatima m'avait fait découvrir. Une association qui aide les personnes âgées victimes de maltraitance et d'abus familiaux. Quand le président a prononcé le verdict, j'ai vu le visage de Valérie se décomposer. Elle avait tout calculé. Elle avait tout planifié. Elle s'était vue dans ma maison, conduisant ma voiture, dépensant ma pension.
et elle avait tout perdu. En sortant du tribunal, Fatima m'attendait sur les marches du palais de justice. Je ne l'avais pas revue depuis mon départ de l'hôpital. Elle avait témoigné par visioconférence lors de l'instruction, pour éviter d'avoir à affronter ses anciens collègues et supérieurs. Mais aujourd'hui, elle avait tenu à être là, pour le verdict, pour moi. Madame Darieux. Fatima, elle s'est approchée. Elle semblait différente, plus sereine, comme si un poids avait tant à enlever de ses épaules. J'ai appris que vous aviez perdu votre travail à cause de moi. Je suis tellement désolée. Ne le soyez pas, Madame Darieux. Elle souriait. Un vrai sourire. Lumineux. Sans ombre. L'hôpital m'a licenciée pour avoir violé le secret médical. Ils avaient raison d'un point de vue légal. Mais moralement, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Elle a pris ma main, et grâce à vous, j'ai trouvé un nouvel emploi. Un travail qui a vraiment du sens. Je suis responsable de l'accueil dans une association qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées. On reçoit des gens comme vous, des gens qui ont été trahis par leur famille, exploités, abandonnés. Et on les aide, on les écoute, on les accompagne. Elle m'a serrée dans ses bras. Merci, Madame Darieux. Grâce à vous, j'ai trouvé ma vocation. C'est moi qui devrais vous remercier, Fatima. Vous m'avez sauvé la vie. Non, je vous ai juste ouvert les yeux. Vous vous êtes sauvé vous-même. Après le procès, je suis retournée à Rouen, une seule fois, pour dire au revoir. Célestine m'a accompagnée. Nous avons pris le TGV ensemble, regardé le paysage défiler derrière les vitres, les champs de colza jaunes, les villages endormis, les clochers d'église. Quand nous sommes arrivés devant la maison, j'ai senti les larmes monter. Une vague d'émotions si puissante que j'ai dû m'arrêter un instant, le temps de reprendre mon souffle. Elle était là, ma maison, mes briques rouges, mon jardin, mes rosiers qui commençaient à bourgeonner, annonçant les fleurs du printemps, la maison de Georges et moi, notre vie. Je suis entrée avec la clé que j'avais toujours gardée, celle que j'avais refusé de donner à Eric, malgré ses demandes répétées. À l'intérieur, tout était comme avant. Le fauteuil en velours vert de Georges, la table de la cuisine en formica blanc, l'escalier où j'étais tombée, ce mardi de novembre qui avait tout changé. J'ai monté les marches une par une, lentement, prudemment. Ma hanche protestait à chaque pas, mais je m'en fichais. Au premier étage, j'ai ouvert la porte de notre chambre. Le lit au drap de coton, la commode où je rangeais mes bijoux, la photo de mariage sur la table de nuit. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la présence de Georges. Pas physiquement, pas comme un fantôme ou une apparition, mais comme une chaleur, une tendresse, un amour qui n'avait pas de fin. Georges, je suis revenue, une dernière fois, pour te dire au revoir. Le silence, le parfum de lavande qui flottait encore dans la pièce, celui que je vaporisais sur les oreillers depuis 40 ans. Je ne vais pas vendre la maison, pas tout de suite, peut-être jamais. Mais je ne vais pas y vivre non plus. Je vais aller à Lyon avec Célestine. Elle a besoin de moi, et moi, j'ai besoin d'elle. J'ai ouvert les yeux. Par la fenêtre, je voyais le jardin, les rosiers. Le cerisier que Georges avait planté l'année de la naissance d'Éric. Notre fils, tu sais, il a mal tourné. Il a essayé de me voler, de m'enfermer, de prendre tout ce qu'on avait construit ensemble. Mais j'ai été forte, Georges, comme tu me l'avais demandé. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai essuyé une larme qui coulait sur ma joue. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Peut-être, peut-être pas. Mais je ne le déteste pas. Je ne peux pas détester mon propre enfant, même après ce qu'il a fait. C'est comme ça, l'amour d'une mère.
Ça ne s'efface pas. Ça souffre, ça saigne, mais ça ne meurt pas. La voix de Célestine, depuis le couloir. « Tante Simone, ça va ?» J'ai rouvert les yeux. J'ai essuyé mes larmes. « Oui, ma chérie, ça va. J'arrive. » J'ai pris la photo de mariage sur la table de nuit. Je l'ai glissée dans mon sac. « Je t'emmène avec moi, Georges. Tu viendras à Lyon. Tu verras, c'est joli, Lyon. Il y a un grand parc avec un lac, des arbres magnifiques. Et Célestine fait un café presque aussi bon que le tien. » J'ai caressé une dernière fois le couvre-lit, celui où Georges et moi avions dormi pendant 42 ans. Celui où il était mort dans mes bras, un matin de mars. Puis je me suis levée et je suis sortie de la chambre. Cela fait maintenant 3 ans. 3 ans que j'ai quitté l'hôpital de Rouen. 3 ans que j'ai découvert la trahison de mon fils. 3 ans que j'ai recommencé à vivre. Je vis toujours avec Célestine. À Lyon, nous avons déménagé dans un appartement plus grand, avec 2 vraies chambres et une terrasse qui donne sur les toits de la ville. Je me suis fait des amis dans le quartier. Des femmes de mon âge, des veuves pour la plupart, avec qui je prends le café. Je vais au marché. Je discute de tout et de rien. Je marche tous les jours dans le parc de la Tête d'Or. 1 heure, le matin, quand il fait beau. Je m'assieds sur mon banc préféré, celui qui fait face au lac, et je regarde les canards, les joggers, les enfants qui jouent. Je pense à Georges, à ma vie d'avant, à tout ce chemin parcouru. Et surtout, je témoigne. 1 fois par mois, je vais dans des maisons de retraite, des hôpitaux, des centres sociaux. Et je raconte mon histoire. Sans haine, sans rancœur, mais sans phare non plus. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, dis-je aux vieilles dames qui m'écoutent avec des yeux humides. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous défendre, même contre vos propres enfants, surtout contre vos propres enfants. Certaines pleurent, d'autres hochent la tête en silence. D'autres encore viennent me voir après et me confient leurs propres histoires, ces histoires qu'elles n'ont jamais osé raconter à personne. Ma fille veut que je lui donne ma maison de mon vivant. Mon fils ne m'appelle que quand il a besoin d'argent. Ma belle-fille m'a dit que je prenais trop de place, que je devrais aller en EHPAD pour leur laisser l'appartement. Je les écoute, je les conseille. Je leur donne le numéro de Maître Berthelot, qui a créé un réseau d'avocats spécialisés dans la protection des personnes âgées. Je leur donne le numéro de l'association où travaille Fatima. Et parfois, quand je sens qu'elles sont en danger immédiat, je leur dis les mêmes mots que Fatima m'avait dit ce jour-là, dans ma chambre d'hôpital. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Éric ne m'a plus jamais contacté directement. L'interdiction d'approcher court encore pendant 2 ans. Mais j'ai eu des nouvelles de lui, par des voisins de Rouen, par d'anciens amis communs, par les bribes d'informations qui circulent malgré les distances. Lui et Valérie ont divorcé 6 mois après le procès. Elle l'a quitté pour un autre homme, un promoteur immobilier rencontré sur Internet, plus riche et plus jeune. Elle est partie du jour au lendemain, en emportant tout ce qu'elle pouvait emporter. Éric vit maintenant seul, dans un studio de banlieue, quelque part dans l'Est parisien. Il a perdu son travail de comptable peu après le procès. L'affaire avait fait du bruit dans le milieu professionnel. Personne ne voulait embaucher un homme condamné pour abus de faiblesse sur sa propre mère. Il a retrouvé un emploi, paraît-il. Un poste modeste dans une petite entreprise de province. Il vit chichement, sans luxe, sans espoir d'héritage. La vie lui a rendu ce qu'il m'avait fait. Je ne ressens pas de satisfaction, pas de joie, pas même de soulagement. Juste une tristesse sourde, profonde, qui ne s'effacera probablement jamais, parce qu'Éric était mon fils, et qu'une part de moi l'aimera toujours. Cette part irrationnelle, inconditionnelle,
qui est le propre de l'amour maternel. Mais je ne peux pas le pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Et je refuse de culpabiliser pour ça. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. Une lettre manuscrite, postée de quelque part en région parisienne. L'enveloppe était froissée, comme si elle avait été manipulée longtemps avant d'être envoyée. L'écriture sur l'adresse m'était familière. L'écriture d'Éric, les mêmes boucles, les mêmes traits, la même inclinaison vers la droite. L'écriture que j'avais vue évoluer au fil des années, depuis les premiers gribouillis d'enfants jusqu'aux lettres d'adultes. J'ai hésité longtemps avant d'ouvrir cette enveloppe. Une partie de moi voulait la jeter sans la lire, la brûler, l'effacer de mon existence comme lui avait tenté de m'effacer de la sienne. Mais une autre partie, cette part maternelle qui ne meurt jamais, avait besoin de savoir. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu l'ouvriras. Peut-être que tu la jetteras directement à la poubelle. Ce serait ton droit. Après ce que j'ai fait, tu as tous les droits. Mais je devais t'écrire. Je devais essayer. J'ai tout perdu, maman. Valérie, mon travail, mes amis, ma réputation. Je vis seule dans un studio de 30 mètres carrés, avec pour seule compagnie une télévision et mes regrets. Et je sais que c'est ma faute, que j'ai fait des choix terribles, que je t'ai fait du mal. Un mal irréparable. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je ne mériterai probablement jamais ton pardon. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Pas parce que j'ai été pris. Pas parce que j'ai été condamnée. Pas parce que j'ai tout perdu. Désolée parce que j'ai compris. Enfin, j'ai compris ce que j'ai fait. J'ai compris l'horreur de mes actes. J'ai compris que j'ai trahi la seule personne qui m'aimait vraiment. La seule personne qui n'a jamais rien demandé en retour. La seule personne qui m'a donné la vie, qui m'a élevée, qui a sacrifié tant de choses pour moi. Et maintenant, je vis avec ça, tous les jours, toutes les nuits, chaque matin, quand je me réveille dans ce studio sombre. Chaque soir, quand je m'endors seule dans un lit froid. Je pense à toi souvent, maman. Je me souviens de ton café le matin, de l'odeur qui montait de la cuisine quand je descendais pour aller à l'école. Je me souviens de tes rosiers que tu taillais avec tant de soin. Je me souviens de ton sourire quand papa était encore là, de cette lumière dans tes yeux qu'il était le seul à allumer. Je me souviens du petit garçon que j'étais, celui qui te serrait dans ses bras en disant « Je t'aime, maman », celui qui te demandait de vérifier qu'il n'y avait pas de monstre sous son lit, celui qui croyait que tu pouvais tout réparer, tout guérir, tout protéger. Où est passé ce petit garçon, maman? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je me suis perdue quelque part en chemin, dans les mensonges de Valérie, dans l'appât du gain, dans la lâcheté. Tu me manques, maman. Maman, ta voix me manque, ton odeur me manque, tes conseils me manquent, non? Et je sais que je ne te reverrai peut-être jamais, que ces quelques lignes sont peut-être les dernières que je t'adresse. Mais je voulais que tu saches que je regrette, du plus profond de mon âme. Prends soin de toi, maman, sois heureuse. C'est tout ce que je te souhaite. Ton fils qui t'aime malgré tout, Éric. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, debout dans ma cuisine, les mains tremblantes, les yeux brouillés de larmes. Puis je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai rangée dans une boîte, avec les autres souvenirs de ma vie d'avant. Les photos de Georges, les dessins d'enfants d'Éric. La lettre d'amour que Georges m'avait écrite pour nos 20 ans de mariage. Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Mais pour la première fois depuis 3 ans, j'ai senti quelque chose s'adoucir en moi. Pas du pardon, pas de la réconciliation. Juste de la paix.
L'acceptation que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'on peut apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, je suis assise sur ma terrasse, à Lyon. Le soleil se couche sur la ville, teintant les toits d'or et de rose. Les hirondelles tournoient dans le ciel du soir, annonçant l'été qui vient. Au loin, j'entends les cloches d'une église qui sonnent les vêpres. Célestine est dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Je sens l'odeur d'un gratin de courgettes, celui qu'elle fait si bien. Elle fredonne une chanson que Marguerite chantait quand nous étions enfants. Et moi, je regarde le ciel qui s'assombrit. Je pense à Georges, à ma vie, à tout ce chemin parcouru. Je m'appelle Simone Darieux. J'ai 77 ans maintenant. Mon fils a essayé de me voler ma vie. Et j'ai survécu. Non, j'ai fait plus que survivre. J'ai vécu. J'ai appris que l'amour maternel n'est pas une chaîne qui nous lie au choix de nos enfants. Que la famille n'est pas une prison dont on ne peut s'échapper. Que la dignité vaut plus que tous les héritages du monde. Et j'ai appris autre chose. Quelque chose de plus précieux encore. J'ai appris que même à 74 ans, même après une chute, même après une trahison, on peut se relever. On peut recommencer. On peut choisir de vivre. Il suffit d'une main tendue, d'une voix qui murmure. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Et du courage de l'écouter. Fatima travaille toujours pour l'association Les Oubliés. Elle m'appelle une fois par mois pour me donner des nouvelles, pour me raconter les histoires des personnes qu'elle aide. Madame Darieux, une dame de 82 ans est venue nous voir la semaine dernière. Son fils voulait la placer en EHPAD pour récupérer son appartement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a aidée. Elle a porté plainte. Son fils a été condamné. Elle vit maintenant chez sa sœur, à Marseille. Elle m'a demandé de vous remercier. Me remercier? Mais je ne la connais même pas. Elle connaît votre histoire. Elle l'a lue dans le journal, il y a quelques mois, quand un journaliste a fait un article sur les abus financiers envers les personnes âgées. Elle dit que c'est votre courage qui lui a donné la force de se battre. J'ai raccroché, les larmes aux yeux. Mon histoire. Elle avait voyagé. Elle avait aidé quelqu'un. Elle avait peut-être sauvé une vie. C'était peut-être ça, finalement, le sens de tout ce que j'avais vécu. Transformer la douleur en force. Transformer la trahison en leçon. Transformer le pire moment de ma vie en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. La maison de Rouen est toujours là. Je la garde. Je refuse de la vendre, malgré les propositions que je reçois régulièrement. Célestine et moi, nous y allons parfois. Le week-end, nous taillons les rosiers, aérons les pièces, entretenons le jardin. Nous déjeunons dans la cuisine, sur la table en formica, où Georges et moi avons partagé tant de repas. Un jour, peut-être, je la vendrai, ou je la donnerai à une association, ou je la lèguerai à Célestine, qui pourra en faire ce qu'elle veut. Mais pas maintenant. Pour l'instant, elle reste là, comme un phare dans la nuit, comme un souvenir de ce que j'ai construit, comme une preuve que personne n'a réussi à me l'apprendre. Ni Valérie, ni Éric, ni la vie elle-même. Elle est à moi. Et elle le restera jusqu'à mon dernier souffle. Si cette histoire peut aider une seule femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à choisir la liberté plutôt que la soumission, alors tout ce que j'ai vécu aura eu un sens, parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Mon fils a semé la trahison. Il a récolté la solitude. Valérie a semé la cupidité. Elle a récolté l'abandon. Et moi, j'ai semé la dignité. J'ai récolté la paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous
et activer la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Et si vous connaissez une femme âgée dans votre entourage, une mère, une grand-mère, une voisine, une amie, appelez-la. Demandez-lui comment elle va. Vraiment, écoutez sa réponse. Regardez dans ses yeux s'il y a de la peur, de la tristesse, de la solitude. Parce que personne ne devrait entendre « fuyez avant qu'il ne soit trop tard » dans un couloir d'hôpital. Personne. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.